Bonjour à tous, bienvenue au webinaire témoignage client aujourd'hui, une Digital Workplace Microsoft 365 pour Tiama. Donc ce webinaire vous est proposé par AIC et comme je viens de vous le dire, donc notre client Tiama nous fait le plaisir de témoigner aujourd'hui sur la mise en place de sa Digital Workplace avec nous. Bonjour à tous, merci de votre participation à ce webinaire. Donc, je vais vous présenter la méthodologie ASI pour la mise en place d'une Digital Workplace avec Microsoft 365. Donc, Microsoft 365, on en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un ensemble de services cloud qui permet d'accéder à un ensemble d'outils de travail en ligne. Ces outils répondent aux besoins de collaboration des entreprises et sont évolutifs. Des mises à jour régulières permettent de faire évoluer les outils pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Donc, on parle beaucoup de la suite Microsoft 365 pour ces outils de collaboration, mais ils permettent aussi de développer d'autres usages et donc de couvrir une grande partie des besoins de vos collaborateurs. Certains outils vont même être retrouvés sur plusieurs usages, comme on va le voir dans quelques instants. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous 5 usages clés. Donc la communication, la collaboration, la capitalisation, la socialisation et la digitalisation des processus. Donc au niveau de la communication, on va retrouver Outlook, qui est l'outil de communication historique, à l'époque où la communication se faisait uniquement par email. On a aussi SharePoint Online, dont une des grandes fonctionnalités est de pouvoir créer des portails de communication, des intranets groupes, des intranets métiers, et donc de créer un canal de communication. Ensuite, on a Skype, qui est l'outil de chat historique, qui est peu à peu remplacé par la partie chat de Teams et qui permet d'avoir des discussions personnelles avec un collègue ou un groupe de collègues. Ensuite, on a Yammer. Donc, Yammer, c'est le réseau social d'entreprise proposé par Microsoft qui permet à tous les collaborateurs d'une entreprise de se réunir sur une plateforme pour échanger autour de centres d'intérêt. Donc, c'est particulièrement utile dans le contexte d'une entreprise qui a plusieurs sites géographiques et un nombre de collaborateurs importants qui ne se connaissent pas tous et qui vont pouvoir être mis en relation grâce à Yammer. Ensuite, on a Sway qui permet de créer des contenus assez dynamiques avec une mise en forme proposée automatiquement par l'outil. Donc, c'est très utile, par exemple, pour un service communication qui veut partager une présentation dans un format un peu original. Ensuite, on a l'usage collaboration. On va retrouver là encore plusieurs outils. Donc, on a OneDrive, qui est un outil de gestion documentaire personnel, mais qui permet de collaborer de façon ponctuelle sur un document avec des personnes identifiées internes ou externes en fonction des décisions qui ont été prises par l'entreprise. Là, on va retrouver encore une fois SharePoint Online, puisqu'un autre aspect de SharePoint, après la partie communication et site de communication, c'est la partie collaboration documentaire. Donc, on peut créer des sites d'équipe qui vont permettre de gérer une ou plusieurs bibliothèques de documents au sein d'un service et de faire de la coédition à plusieurs sur ces fichiers et aussi de synchroniser ces documents sur son poste de travail. La coédition, elle est possible grâce au Pack Office Online. Donc, on va retrouver Word, Excel, PowerPoint et OneNote, et qui vont donc permettre à plusieurs personnes de pouvoir travailler en simultané sur le document et d'accéder à l'historique des versions. Donc, tout ça permet d'avoir un seul document commun pour toutes les personnes qui doivent intervenir dessus, et donc d'éviter d'avoir un travail de fusion de versions à réaliser et de ne pas multiplier le stockage local d'un même document. Donc enfin, on va retrouver Teams, qui est l'outil de collaboration par excellence dans la suite Microsoft, puisqu'il vient agréger tous les outils de collaboration et permet à la fois le travail en équipe, le chat et l'organisation de réunions en ligne. Donc, je reviendrai tout à l'heure un petit peu plus en détail sur Teams et les différentes possibilités qui sont offertes par cet outil. On a ensuite la capitalisation. Donc ici, ce que j'appelle capitalisation, c'est le fait de pouvoir gérer des documents dans un outil dédié dans leur version finale. Donc, on est sûr de travailler toujours sur le même document
et de garantir un accès aux bonnes personnes qui doivent travailler dessus avec les bons droits d'accès, et ce, indépendamment de la personne qui est l'auteur du document. Donc plutôt que d'échanger des contenus par email et de risquer une perte de données en cas de suppression de l'email ou d'un des interlocuteurs qui crée l'entreprise, on va utiliser plutôt les outils qui sont proposés par Microsoft. Donc OneDrive pour organiser donc, tous ces documents individuels qui pourront être accessibles en tout temps depuis n'importe quel appareil. SharePoint pour créer des bases documentaires collaboratives. Et Teams pour créer des espaces au sein desquels on va retrouver toutes les informations à propos d'un projet. Donc les documents, les échanges, les conversations, tout type de contenu. Toutes ces informations vont rester au sein de l'équipe, même si des personnes qui faisaient partie du projet s'en vont. Et les personnes qui vont rejoindre l'équipe en cours de route vont pouvoir avoir accès à tout l'historique du coup, des conversations et des documents qui ont eu lieu sur ce sujet-là. Donc là, on n'a aucune perte d'informations en utilisant Teams. Et enfin, on a Stream, qui est la plateforme vidéo interne proposée par Microsoft et qui permet de partager des contenus au format vidéo qui pourront être facilement retrouvés grâce au système de chaînes thématiques où on va pouvoir accéder à tout l'historique des vidéos qui ont été partagées par l'entreprise. On a ensuite l'usage socialisation. On va retrouver deux outils. Donc, on a Yammer, dont j'ai déjà parlé, qui est donc le réseau social d'entreprise qui permet de rassembler les collaborateurs dans des groupes thématiques autour de centres d'intérêt. Donc, il permet de mettre en contact des personnes qui ne se connaissent pas, mais qui ont des problématiques communes. Et c'est un outil qui est très puissant pour mettre en relation des personnes qui ne se connaissent pas. Donc, on est dans le cas où en fait, on a besoin d'informations, mais on ne sait pas qui peut nous donner ces informations. On peut utiliser Yammer, on aura une portée beaucoup plus grande puisqu'on va pouvoir s'adresser à toute l'entreprise, alors que voilà, sans réseau social, on va devoir envoyer peut-être un email aux personnes avec qui on travaille qui auront peut-être une indication sur la personne qui pourrait nous renseigner. Utiliser Yammer est beaucoup plus puissant et rapide que d'utiliser l'email pour ce type de besoin. Et ensuite, on a Delve qui permet de créer des profils enrichis. Donc, on va pouvoir venir renseigner notre expérience passée, nos domaines de compétences, les sujets sur lesquels on travaille en ce moment. Donc, on peut facilement trouver une personne, pareil, en fait, qu'on ne connaît pas, mais qui a une compétence qu'on recherche en interne, par exemple. Ou si on a besoin d'avoir des informations sur un projet sur lequel on n'a pas travaillé, on va pouvoir facilement, grâce à Delve, trouver quelles sont les personnes qui ont travaillé sur ce projet. On a ensuite la partie digitalisation des processus. Donc, on va retrouver dans cet usage les trois outils de la Power Suite de Microsoft. Donc, on a Power Automate pour créer des workflows automatisés et des interactions entre les outils Microsoft, mais aussi avec d'autres outils qui ne sont pas des outils Microsoft. Power Apps pour créer des applications métiers et Power BI pour transformer des sources de données en dashboard interactifs. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'outils dans la suite Microsoft 365. C'est pourquoi il est important de prévoir des étapes de cadrage pour identifier les enjeux et les usages clés dans votre entreprise. Donc, c'est vraiment important de comprendre les besoins de vos collaborateurs pour voir comment optimiser les processus existants. Donc, je vais vous présenter notre méthodologie de cadrage chez ASI. Donc, on a d'abord une analyse de l'existant. Donc là, on va essayer de comprendre les spécificités liées au métier de l'entreprise et les subtilités de l'organisation. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de s'imprégner de la culture d'entreprise pour comprendre comment les gens travaillent et d'auditer les outils existants. Donc, l'intranet, les outils collaboratifs qui seraient déjà en place, un portail documentaire, serveur de fichiers. Voilà, comment le travail s'effectue aujourd'hui dans votre entreprise. On peut ensuite mettre en place une enquête de maturité digitale. Donc là, l'objectif, ça va être d'analyser et de comprendre les usages
les pratiques professionnelles et personnelles des collaborateurs afin de déterminer leur maturité digitale, leurs freins et leurs leviers. Voilà, ça, c'est une étape qui est importante aussi parce qu'on ne va pas pouvoir accompagner les collaborateurs de la même façon selon si leur maturité digitale est très élevée ou si elle est un petit peu plus basse. On peut aussi mettre en place des interviews des représentants métiers. Donc là, c'est des interviews qui sont en one-to-one avec un représentant de chaque métier et qui va permettre de comprendre les comportements et les impressions vis-à-vis de l'existant. Donc là, c'est plutôt d'avoir du feedback qualitatif et quels sont les souhaits d'évolution des outils qui sont utilisés actuellement et des usages qui sont en cours dans l'entreprise. Ensuite, on organise des ateliers de recueil des besoins des collaborateurs. Donc là, on est vraiment sur le recueil des attentes des différents métiers et interlocuteurs de l'entreprise, où l'objectif, c'est, grâce à des techniques de facilitation, de recueillir ces besoins de manière ludique et que l'effet de groupe puisse développer de nouvelles idées et voilà, de les faire échanger sur la façon dont ils travaillent et comment ils voudraient travailler demain. Une fois qu'on a récolté tous ces éléments et qu'on a une bonne connaissance de l'existant, on va pouvoir faire une liste de préconisations des usages prioritaires, donc bien sûr en accord avec l'équipe projet et les objectifs de l'entreprise. Donc on va proposer une synthèse et une priorisation des besoins par domaine et une préconisation des outils à déployer selon la priorité et le besoin. Donc tout ça nous permettra ensuite d'établir la stratégie de déploiement. Donc là, l'objectif, c'est de définir une feuille de route et de donner des recommandations quant au déploiement. Donc, est-ce qu'on fait un déploiement par lot? Est-ce qu'on fait un déploiement Big Bang? Est-ce qu'on fait un pilote? Est-ce qu'on on adresse la Digital Workplace population par population ou est-ce qu'on la déploie pour tous les collaborateurs d'un coup? Donc voilà, c'est vraiment de répondre à ces questions. Et une fois que toutes ces étapes de cadrage, elles ont été réalisées, on va pouvoir passer aux actions qui sont plutôt de l'ordre du pilotage. Donc, avec notamment la définition de la gouvernance. Donc ça, dans Microsoft 365, c'est vraiment une étape importante parce que c'est ce qui va nous permettre de définir les rôles et les responsabilités, de définir les processus d'accès et de création aux différents outils. Donc, par exemple, un sujet récurrent avec beaucoup de nos clients, c'est quelle est la gouvernance qu'on met en place pour la création des Teams. Est-ce qu'on laisse les collaborateurs libres de créer des équipes Teams ou est-ce qu'on préfère qu'ils remplissent un formulaire, qu'ils envoient une demande à l'IT? Voilà, c'est des sujets qu'il faut définir avant le lancement de la Digital Workplace. Et idem pour les aspects liés à la sécurité. Est-ce qu'on autorise la collaboration avec des utilisateurs externes? Est-ce qu'on autorise l'utilisation des outils sur des téléphones qui ne sont pas des téléphones professionnels? Toutes ces questions qu'il est important de répondre. Ensuite, une fois qu'on a défini tout ça, on va pouvoir identifier les grandes étapes du projet et la temporalité. Et enfin, identifier des indicateurs quantitatifs et qualitatifs à relever de façon régulière pour mesurer l'adhésion aux outils et l'efficacité des actions de conduite du changement. Donc, on l'a vu, il y a beaucoup d'outils et d'usages et il peut être difficile pour les collaborateurs d'avoir une bonne perception de l'utilité de chaque outil et de la valeur métier qu'ils peuvent leur apporter. Donc, dans un projet de Digital Workplace, il est vraiment important de prévoir un accompagnement au changement pour les collaborateurs qui vont devoir s'adapter et découvrir de nouvelles façons de travailler. Ouais, c'est vraiment un gros changement dans leur quotidien, donc c'est important de les accompagner. Nous, notre méthodologie, elle s'articule autour de 3 phases. Donc la première, c'est la phase amont. Donc avant même le déploiement de la Digital Workplace, c'est important de faire connaître le projet aux collaborateurs pour susciter leur curiosité et leur donner envie d'utiliser la Digital Workplace le jour où elle sera lancée. Donc, on propose différents types d'actions en fonction des messages à faire passer et aussi des habitudes de communication de l'entreprise. Donc, on peut, par exemple, mettre en place une newsletter projet pour informer sur l'existence du projet, partager les différentes étapes et les points d'avancement. On peut réaliser une vidéo teasing pour commencer à partager les premiers écrans de la Digital Workplace et de communiquer sur les fonctionnalités.
voilà, de manière dynamique. En complément ou à la place de la vidéo, on peut aussi imaginer une affiche teasing qui serait accrochée dans les locaux et qui permettrait voilà, de susciter la curiosité des collaborateurs et de commencer à partager des informations. Donc, c'est aussi dans cette phase amont qu'on va constituer le réseau des ambassadeurs, qui seront le relais des messages clés auprès de leurs collègues et qui leur apporteront un support en cas de besoin. Une fois que toutes les actions de conduite du changement en amont ont été réalisées, on a les actions qui sont au moment du lancement de la Digital Workplace. Donc, tout le monde doit savoir quelle est la date du lancement de la Digital Workplace. Donc, il faut vraiment prévoir des actions de communication et de formation le jour J. Donc, on propose notamment un mail de lancement donc, qui contient toutes les informations nécessaires et le lien d'accès à la Digital Workplace. On propose aussi des actions de type plutôt événementiel, donc par exemple un petit déjeuner de lancement. Donc, c'est l'occasion en fait de présenter directement aux collaborateurs la Digital Workplace, de répondre à leurs questions et d'échanger sur l'outil au cours d'un événement convivial. On a aussi des fiches pratiques qui doivent être communiquées aux collaborateurs dès le premier jour pour qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires. Donc, on peut avoir par exemple un guide utilisateur, un mémo des outils. Donc là, l'idée, c'est de rappeler quels sont les outils Microsoft 365 qui vont être déployés dans l'entreprise et à quoi ils servent. On peut aussi imaginer des fiches tutoriels ou des cas d'usage. Ces fiches, elles peuvent être transmises avec le mail de lancement, mais elles peuvent aussi être distribuées pendant l'événement de lancement, donc type le petit déjeuner. Et l'idéal serait qu'elles soient accessibles en permanence sur le site de support. Donc, le site de support, c'est un site qu'on propose de créer, qui a pour objectif de rassembler toutes les informations, les actualités et les supports autour de Microsoft 365, qui sera accessible à tous les collaborateurs. C'est aussi un site qui peut héberger, par exemple, le formulaire de demande de création d'équipe Teams si vous avez décidé d'utiliser ce type de dispositif. Enfin, il faut prévoir des actions de formation en fonction des besoins et de la typologie des populations. Donc, par exemple, on peut envisager des formations en présentiel pour les ambassadeurs et des formations plutôt format webinar pour les collaborateurs qui souhaitent participer. Donc là, à ce stade-là du projet, en fait, la formation, c'est vraiment communiquer les bases, montrer l'interface de l'outil pour que les collaborateurs s'y retrouvent et comprennent quelle est la valeur ajoutée de leur Digital Workplace. La troisième phase, c'est après le lancement. En fait, une fois que le lancement a été réalisé, les actions de conduite du changement, elles doivent continuer. C'est vraiment important car souvent, on s'arrête aux actions de lancement, mais les actions de promotion des usages et de montée en compétences, donc qui interviennent sur une durée plus longue, ce sont celles-là qui vont ancrer durablement les nouveaux usages dans le quotidien de travail des collaborateurs. Donc ces actions, elles doivent être fréquentes dans les premières semaines et un peu plus diluées dans les mois qui suivent le lancement. C'est important aussi pour les personnes qui rejoignent une entreprise après le lancement de la Digital Workplace. Ces personnes doivent être accompagnées pour intégrer les nouveaux usages dès leur arrivée et ne pas avoir de décalage par rapport aux façons de travailler des collaborateurs qui étaient déjà dans l'entreprise au moment du lancement de la Digital Workplace. Donc, dans cette phase, on est sur des actions plus spécifiques liées à des besoins métiers et à des usages avancés. Donc, on a par exemple un arbre de décision qui va permettre d'orienter vers le bon outil le collaborateur en fonction de son besoin. Donc là, on se concentre vraiment sur l'usage plutôt que sur l'outil. On peut imaginer aussi un catalogue de cas d'usage où là, l'objectif, c'est d'illustrer les usages avec des mises en situation pour permettre aux différents métiers de se projeter. On peut même avoir un avant-après. Donc voilà, comment je faisais telle partie de mon travail avant et comment je le fais maintenant. Et on peut aussi organiser des webinaires sur des cas d'usage avancés destinés à des populations identifiées. Donc, par exemple, comment utiliser la Digital Workplace en tant que commercial itinérant, par exemple. Donc,
Ce ne sont que des exemples. Nous avons un catalogue très riche d'actions que nous pouvons vous proposer pour développer les usages collaboratifs dans votre entreprise et accompagner vos collaborateurs, notamment sur Teams, qui est un outil très puissant, mais qui nécessite d'être accompagné pour garantir une bonne prise en main. Donc, c'est maintenant que je vous propose de faire un focus sur Teams pour bien comprendre son rôle central dans la suite Microsoft 365. Donc, on a toute une partie de connexion avec les outils qui va se faire directement dans une équipe Teams. Donc, voilà, Teams, c'est l'agrégateur des outils de collaboration. Donc, quand on va créer une équipe Teams, on va avoir un site SharePoint sur lequel vont être stockés les documents qui seront ajoutés à l'équipe Teams. On peut aussi utiliser la partie site de SharePoint pour créer un mini-site d'équipe et partager des actualités ou créer des pages. L'association avec le pack Office dans Teams permet de visualiser un document et de l'éditer directement dans Teams et de faire de la coédition. On a aussi un bloc-notes OneNote partagé avec tous les membres de l'équipe qui est disponible dans chaque équipe Teams et qui permet la prise de notes en équipe de façon collaborative. On peut également ajouter Planner qui permet d'attribuer des tâches aux membres d'une équipe, de son équipe, et de suivre leur avancement et de piloter l'activité. Donc, au sein de chaque équipe Teams, on va pouvoir personnaliser les fonctionnalités que l'on va ajouter dans chaque canal avec la possibilité d'ajouter en tant qu'onglet d'autres applications. Donc, on peut ajouter des applications Microsoft, par exemple Stream, si vous l'utilisez et que vous voulez partager une chaîne vidéo spécifique dans votre équipe, ou des applications extérieures si l'entreprise le permet. Par exemple, si vos collaborateurs utilisent Trello, vous pouvez très bien ajouter un onglet Trello à votre équipe Teams pour retrouver tous les éléments de travail au même endroit. On a aussi une connexion avec OneDrive qui permet de faire passer très simplement un document de OneDrive vers Teams et inversement. On a aussi une connexion avec Skype, donc qui est en train d'être remplacée par Teams, mais voilà, aujourd'hui, il y a une interopérabilité assez récente qui permet de discuter entre Skype et Teams. Voilà, si vous avez besoin de discuter avec un client ou un fournisseur qui n'a pas Teams, mais qui est encore sur Skype, vous pouvez le faire directement depuis Teams. Et enfin, on a une synchronisation avec Outlook, donc qui permet de visualiser son agenda directement depuis Teams. Et dans l'autre sens, depuis l'agenda Outlook, on peut organiser une réunion Teams. Donc, tout ça forme des fonctionnalités riches qui nécessitent d'être accompagnées pour garantir l'adoption de vos collaborateurs et la mise en place de nouvelles façons de travailler, puisque c'est tout l'enjeu de la suite Microsoft 365. Je vais maintenant laisser la parole à Grégory Calavia, responsable informatique chez Tiama, qui va vous partager son retour d'expérience de mise en place d'une Digital Workplace Microsoft 365, accompagnée par ASI. Bonjour à tous. Donc effectivement, je me présente Grégory Calavia, responsable informatique pour le groupe Tiama, et je vais vous présenter comment Tiama a mis en œuvre sa Digital Workplace avec le support d'ASI. Une petite présentation déjà de Tiama. Qui sommes-nous? En fait, vous nous connaissez déjà, mais vous ne le savez pas. Notre métier, c'est la conception d'ensemble d'équipements de contrôle qualité du verre creux. Nos clients, en fait, c'est l'ensemble des verriers du monde, toutes les entreprises qui fabriquent des bouteilles, des pots ou des fioles en verre. Nous évoluons dans un environnement B2B. C'est un marché de niche international, c'est-à-dire que nous travaillons vraiment avec l'ensemble quasiment des pays sur l'ensemble des continents. Et ça va être une problématique qui était liée au projet. Concrètement, notre savoir-faire, c'est la vision industrielle, l'utilisation des caméras high-tech pour détecter des défauts dans le verre, nous permettre de contrôler la qualité des produits de nos clients et d'optimiser le processus de production. Notre gamme s'appuie sur 5 expertises clés, la partie software intelligente avec l'analyse des données sur l'ensemble de la chaîne du client, une partie plus spécifique au secteur chaud avec la mise en place de capteurs et de contrôles. On apporte aussi la traçabilité et le suivi unitaire des bouteilles. On est capable de tracer toutes les bouteilles produites unitairement. La capacité aussi sur ce qu'on appelle le secteur froid d'apporter des équipements d'inspection et de contrôle.
et enfin de faire le service associé à tous ces outils pour l'ensemble de nos clients sur la planète entière. Aujourd'hui, nous faisons partie des leaders sur le marché de la vision industrielle. Concrètement, donc, on est effectivement répartis sur l'ensemble du monde, donc ça apporte des problématiques, beaucoup de langues et de time zone. Donc sur le projet de Digital Workplace, l'un des objectifs était de pouvoir vraiment faire participer et d'intégrer l'ensemble des collaborateurs. La démarche. Fin 2018, on a fait un état des lieux et on s'est rendu compte qu'à cette époque, notre intranet ne répondait plus du tout aux besoins de nos collaborateurs ni aux enjeux de communication. Il était complètement obsolète, quasiment plus utilisé. Nous souhaitions aussi faciliter le stockage et le partage et l'échange des documents. On ne disposait pas d'un portail d'accès unique à l'information. Nous avions différents systèmes, ERP, GED, PLM, Store, où l'information était stockée et souvent dupliquée, donc ça apportait des problématiques pour les utilisateurs de retrouver les informations. Nous n'avions pas non plus un outil transverse puissant pour la recherche, pour justement simplifier l'accès aux données. Nous avions commencé à implémenter la partie messagerie d'Office 365, mais nous n'étions pas allés plus loin dans un premier temps. L'idée était de commencer à utiliser Skype et OneDrive dans un premier temps. Et pour que ce projet soit une réussite, nous souhaitions identifier auprès de nos collaborateurs les usages qui allaient leur apporter de la valeur et pouvoir qualifier leur maturité digitale. Concrètement, donc, nous avons travaillé avec ASI sur la mise en place dans un premier temps d'interviews avec notre top management. Donc, ils ont rencontré l'ensemble de notre comité de direction, certains acteurs qu'on avait identifiés comme clés pour le projet, pour qu'ils puissent bien comprendre où Tiama souhaitait aller dans les années à venir et pourquoi cette Digital Workplace était importante. Suite à quoi, on ne voulait pas que ce soit un projet top-down, donc on a intégré au plus tôt les collaborateurs en faisant donc des ateliers de brainstorming avec des groupes représentatifs des différentes business units. L'un des points forts d'ASI pour nous sur cet aspect-là, c'est qu'ils ont été en capacité de vraiment pouvoir animer et réaliser ces interviews, ces ateliers en français et en anglais, et en présentiel et à distance. Donc, qui nous a vraiment permis de pouvoir travailler avec l'ensemble de nos collaborateurs et d'aller recueillir l'ensemble de leurs besoins. Ensuite, pour vraiment capter tout le monde, on a fait une enquête de maturité digitale qui a été envoyée à l'ensemble des collaborateurs. Le planning de cette phase d'analyse, on voit qu'elle s'est répartie en fait sur 2 mois. On aurait pu aller plus vite, mais la disponibilité des équipes Tiama ont fait qu'on l'a étalé un petit peu dans le temps. Mais en tout cas, ça s'est réalisé correctement, sans temps mort. Et du coup, on a pu, au bout de 2 mois, avoir le retour et un plan d'action, on va dire une roadmap de comment déployer cette Digital Workplace. Concrètement, on voit que les résultats de l'enquête de maturité mettaient vraiment en avant que ce que les gens recherchaient, c'était comment capitaliser, comment collaborer sur les documents, une partie simplifiée de la simplification de la communication aussi, mais la partie sociabilisation et automatisation n'était pas, dans un premier temps, quelque chose qui était vraiment recherché. Donc, on en a déduit que, en plus donc, de la partie messagerie qu'on avait implémentée, Skype et OneDrive répondaient dans un premier temps à ces aspects de collaboration et de capitalisation, mais qu'il fallait aller plus loin. Et donc, on a mis en place un portail intranet grâce à SharePoint et progressivement implémenté Teams au sein de la société. Les livrables donc, qui ont été fournis par ASI, donc, ils ont été de 3 types. Alors, il y en a même eu plus parce qu'effectivement, comme le disait Charlotte dans sa présentation, ils nous ont accompagnés aussi sur toute la phase amont sur la communication
sur le lancement de cette Digital Workplace. Mais on va dire que les livrables sur lesquels on a capitalisé après ça, c'était donc des formations et des webinars, donc sur OneDrive et sur Skype dans un premier temps. L'aspect webinar, c'était quelque chose de très nouveau pour Tiama, mais qui a vraiment permis de faire adhérer l'ensemble du personnel parce que ça leur a donné la possibilité de consommer ce webinar à la demande, quand ils avaient envie et pas à des dates et des moments imposés, où en plus, souvent, comme on a une grande partie de notre population qui est mobile, les gens sont souvent pas là. Donc du coup, ils passent à côté d'informations. Donc là, le fait de réaliser ces webinars en français et en anglais ont vraiment été un plus sur ce projet-là. Ensuite, donc, des cas d'usage, en fait, pour expliquer un petit peu aux gens à quoi servent ces outils et comment ils vont les utiliser au quotidien. Donc, par exemple, si on regarde sur l'aspect coédition, donc là, c'est du live, on va voir directement donc, le document qui a été réalisé par ASI. Donc, c'était un document de ce type-là, donc de 3 pages, pas beaucoup plus, qui explique quels sont les différents outils qui peuvent être utilisés, comment ils s'intègrent les uns aux autres, et avoir des petites fiches mémo rapides sur bien comprendre comment l'utiliser. Donc ça, c'est un exemple de cas d'usage. On en a d'autres. Ensuite, des fiches pratiques aussi, si on prend par exemple sur Skype. Donc ça, c'est des petites fiches tuto en format beaucoup plus réduite, avec une page ou deux, pour vraiment aller à l'essentiel de à quoi sert l'outil. Donc ça, c'est des documents qui sont accessibles et sur le site support et qui avaient été envoyés par mail lors du lancement pour que les personnes aient toujours ces petits mémos sous la main. Donc c'est des choses qui ont été vraiment appréciées par les équipes. Ensuite, voilà, ça c'est aujourd'hui l'intranet tel que nous l'utilisons. Donc si pareil, je vous le montre en live. Donc l'intranet, au départ, il y avait juste la partie ISO, marketing, Work at Tiama, IT Support. Ça, c'est le livrable qui a été fait par ASI au lancement. Ensuite, comme le disait Charlotte dans la présentation, c'est quelque chose qui doit vivre et qui ne s'arrête pas au jour du lancement. Et on a continué avec ASI, mais aussi en autonomie, à pouvoir implémenter de nouveaux sites et de pouvoir implémenter cet intranet de manière autonome. Enfin, donc, une fois que ce projet a été mis en œuvre, donc c'est il y a un petit peu moins d'1 an aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait depuis? On voit que les outils Microsoft évoluent tous les jours. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sortent, il y a des outils qui en remplacent d'autres. Et on a bien senti que le passage de Skype à Teams était quelque chose qui était important à réaliser. Et fin d'année dernière, en fait, on a fait le choix d'arrêter complètement Skype chez Tiama et de le remplacer par Teams. De la même manière, on a beaucoup plus travaillé sur les policies qui sont dans Teams, de façon à bien comprendre les risques, les opportunités, à pouvoir travailler et à ouvrir notre Digital Workplace, non pas seulement aux collaborateurs Tiama, mais aussi à d'autres populations externes pour pouvoir les intégrer dans certains projets. Donc ça, il a fallu travailler sur l'aspect sécurité, bien comprendre les différents paramètres. Et donc, on s'est fait aussi accompagner par ASI sur ce point-là. L'aspect SharePoint, donc comme je vous disais, des nouveaux sites ont été créés. De plus en plus, on implique les métiers dans ces projets-là, c'est-à-dire que les métiers ont bien compris, ont bien senti que c'était un moyen de capitalisation de leurs données, un moyen aussi de communication, et ils sont de plus en plus, ils nous sollicitent pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent
prendre aussi à leur compte leur espace SharePoint et prendre de l'autonomie. Donc ça, c'est bien une preuve que cette Digital Workplace n'est pas en fait un outil de l'IT pour l'IT, mais qui est bien un outil société utilisé par chacun. Comme le disait Charlotte tout à l'heure, la suite Office 365, elle est très vaste. Il y a beaucoup d'outils, c'est compliqué de tous vraiment comprendre à quoi il sert, dans quel cadre des fois utiliser. Donc c'est pour ça que se faire accompagner par des sociétés partenaires qui, eux, connaissent les tenants et les aboutissants de chaque outil, c'est très intéressant. Et on s'est rendu compte que, en fait, se limiter à SharePoint, Teams, Skype, OneDrive, c'était en fait trop restrictif. Et on a ouvert en fait et on a travaillé sur comment implémenter les autres briques qui sont par exemple Stream, qui nous a beaucoup été utile pour pouvoir diffuser des vidéos en interne pour faire de l'animation interne. Donc ça, c'est très intéressant. Forms pour pouvoir reporter et faire des sondages. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on n'utilisait pas obligatoirement avant, ou en tout cas, on les utilisait, mais pour un service informatique, c'était plus du shadow IT avec des applications qui n'étaient pas maîtrisées. Et là, ben, on a cette possibilité-là avec Microsoft 365 de pouvoir avoir une suite de logiciels très vaste maîtrisé par le service IT, donc de limiter cet aspect shadow IT. Donc ça, c'était quelque chose de très important pour nous. Planner, qui a été maintenant implémenté aussi, Delve, et puis OneNote qui existait déjà, mais qu'on n'utilisait pas suffisamment. Donc voilà, aujourd'hui, on continue de travailler avec la société ASI parce qu'on se rend bien compte qu'il y a cette dernière brique, qui est la brique sécurité, qui est autour de cette Digital Workplace et autour des équipements Microsoft, qui est très importante. Donc, comment on sécurise l'accès à ces données, comment on sécurise comment on va consommer et comment, où et sur quel device on va permettre de consommer les données. Donc ça, c'est aussi un service qu'ASI nous a fourni et qu'on continue de travailler avec eux. Donc ça, c'était vraiment intéressant d'avoir une société qui nous accompagne et sur la partie change management et sur la partie conseil applicatif, mais aussi sur la partie sécurité, parce qu'on se rend bien compte que souvent, bah, il y a des choix à faire entre sécurité et applicatif, et donc d'avoir une société qui a ces deux casquettes-là, c'est pour nous un vrai plus.